C'est toujours un événement quand Christian Page lance un livre, parce que Christian, maintenant, il a ça écrit dans le fond, là. Ésotérisme, les choses bizarres, l'occulte. Et là, il vient de faire une recension des cas de tueurs de l'occulte assez, et je dirais, ça donne froid dans le dos, ça fait peur. Je viens de finir de lire trois histoires dont on va parler, et je vous dis que l'occulte, quand on était jeune pour regarder des films d'horreur, ben c'était pas mal ça, mais ça, c'est vraiment passé. Christian Page est avec moi. Salut, Christian. Salut, Denis. Alors, c'est toute une spécialité que tu as maintenant. Tu parles de toutes les choses bizarres, puis tu nous finis par nous dire que c'est pas si bizarre que ça. Mais dans ce cas-là, on n'arrivera pas à cette conclusion-là. Effectivement, dans la thématique de l'occulte et de l'étrange, c'est vrai que les gens me connaissent beaucoup parce que je m'intéresse aux ovnis, je m'intéresse aux fantômes. Comme tout le monde, je me pose des questions. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce qu'on est visité par des extraterrestres? Mais l'une des thématiques qui m'intéresse le plus dans le domaine de l'étrange, c'est un peu l'aspect sociologique de ces phénomènes. Pourquoi on y croit? Comment on véhicule ces croyances-là? Et bien sûr, véhiculer une croyance à l'extrême, c'est ce que l'on retrouve dans les tueurs de l'occulte. Donc, qu'est-ce que c'est que ces tueurs de l'occulte? Ce sont des gens qui ont commis des crimes avec une préoccupation occulte. Donc, leur motivation, elle est essentiellement occulte. Donc, je tue mon voisin parce que je suis convaincu que je suis un vampire et j'ai besoin de m'abreuver de son sang. Donc, c'est un peu cette définition des crimes occultes. Là-dedans, j'en ai couvert 13. Mais c'est fou. C'est parce épouvantable. que quand on lit ça, on se dit c'est vraiment arrivé. Voilà. Parce que des gens qui croient tellement en Satan, oui, et qui s'organisent toutes sortes de rites sataniques et qui vont tuer pour ça, là. Oui. En fait, les crimes à caractère satanique particulièrement, ces crimes-là ont soulevé un tel intérêt aux États-Unis que dans les années 80, on disait que les groupes sataniques devaient assassiner quelque chose comme 50 000 bébés par année. À un point tel. Ah! Oui, c'est ce qu'on disait. Ah. Alors, on a éventuellement mandaté le FBI pour enquêter là-dessus. Le FBI est arrivé à la conclusion au début des années 90, ils ont remis leur rapport en disant ces groupes occultes, sataniques, tentaculaires, qui se seraient infiltrés un peu partout, c'est un mythe moderne, ça n'existe pas. En revanche, il y a effectivement des petits groupes, mal organisés généralement, autour d'un leader charismatique qui vont commettre des crimes sous l'égide qui sont persuadés de faire un sacrifice pour le diable. Et là, tu nous déclames un certain nombre tu parles de 13 cas. Il y en a un qui s'appelle « Une blonde pour Satan ». Ouais. Alors là, on flirte avec la folie dans chaque cas, quand même. Mets-nous ça en perspective. Là, on la voit, la blonde de Satan. Voilà. Dans ce cas-là, Denis, il faut quand même retenir que toutes les histoires que je raconte là-dedans, ce sont toutes des histoires que j'ai personnellement enquêtées. Donc, au départ, j'avais fait une série télé sur le sujet. Ça m'a donné l'occasion de pouvoir rencontrer les policiers, les procureurs, les enquêteurs, rencontrer les parents des victimes. Donc, j'ai échangé avec eux. Donc, j'ai eu un accès privilégié au dossier. Dans le cas de cette blonde pour Satan, tu vas voir que les ramifications sont très importantes. On est au milieu des années 90. On a un groupe de jeunes. Ça se passe à Arroyo Grande, en Californie. Les jeunes sont des adeptes de musique heavy metal. Parmi leurs groupes vedettes, il y a le groupe Slayer. Et le groupe Slayer, on le définit souvent comme un groupe de death metal, c'est-à-dire que la thématique souvent qu'ils véhiculent dans leurs chansons, ce sont des thématiques assez morbides. Hein? On parle d'assassinat, de meurtre, de viol, de nécrophilie. Alors, ces jeunes qui s'alimentent à cette musique death metal, et en particulier de Slayer, en arrivent à la conclusion, ils espèrent devenir aussi grands que leurs idoles. Alors, ils conçoit l'idée de commettre un crime, un sacrifice pour le diable, et en faisant ce sacrifice pour le diable, ils vont obtenir dans leur grâce le même pouvoir, les mêmes talents que leurs idoles, et ils vont devenir des rockstars. Alors, ils choisissent à l'école d'Arroyo Grande, l'école secondaire, une jeune fille, blonde, petite fille à papa, mais qui aime bien les mauvais garçons. Et eux, ce groupe-là, qui ont formé un petit groupe marginal de musique qui s'appelle La Haine, vont réussir à convaincre cette jeune fille de les accompagner un soir pour une beuverie à l'extérieur de la ville. On dit, on va fumer quelques joints, on va boire quelques bières, on va s'amuser. Et aussitôt que la jeune fille se retrouve isolée avec ces trois individus, ils vont l'assassiner. Je raconte en détail l'assassinat dans le livre. C'est vraiment sordide. On n'ira pas dans ces détails-là, là, mais effectivement... C'est sordide. C'est vraiment sordide. Il faut quand même donner le détail. Les jeunes vont revenir après avoir assassiné la jeune femme en s'inspirant de cette musique de Slayer qui disait que l'un des rituels importants dans le sacrifice satanique, c'était la nécrophilie. Alors, ils vont revenir sur les lieux du crime. Ils vont abuser du cadavre pendant plusieurs jours.
Et c'est finalement l'un d'entre eux, un an après les faits, parce que la jeune fille va être portée disparue. On ne retrouve pas la jeune femme en question. Et là, l'un d'entre eux va éventuellement s'amender et se livrer lui-même à la police. Il va conduire les autorités à l'endroit où se trouve le corps de la jeune femme et les jeunes seront éventuellement arrêtés. Les ramifications de ça sont très importantes parce que les 3 jeunes, d'abord, seront jugés dans un procès pour adultes. Hein? On sait qu'aux États-Unis, à partir du moment où on a 14 ans révolus, on peut être poursuivi dans le cas d'un crime, d'un meurtre, on peut être poursuivi devant un tribunal pour adultes. Les jeunes seront donc poursuivis devant un tribunal pour adultes, mais ils vont, de façon redondante, raconter qu'ils ont été incités au crime par la musique de Slayer. À force d'écouter de manière répétitive ces chansons-là, ils en sont venus à la conclusion qu'ils devaient commettre ce crime et que la musique justifiait. Pas de ma faute, c'est la faute de la musique. Voilà, c'est un peu ça. Ce qui est assez surprenant là-dedans, c'est qu'éventuellement, les parents de la jeune femme en question, la jeune femme, c'est Elise Paler, les parents d'Elise Paler vont poursuivre en justice le groupe Slayer. Et ils vont être déboutés devant le tribunal parce qu'on s'attaque aux premières... c'est la première règle de la Charte américaine, c'est la liberté d'expression. Donc, à partir du moment où Slayer vont évoquer en disant, si on nous boycotte, si on nous met une muselière, ben écoute, on ne peut plus faire de musique. Et là, ben, on va à l'encontre de cette règle qui permet la liberté d'expression aux États-Unis. Quoique c'est vrai que les parents de Elise Paler ne voulaient pas empêcher Slayer de faire de la musique, mais ils voulaient que l'on place sur les albums de ces musiques-là des indications. Des avertissements en disant que ça ne s'adresse peut-être pas à un public de 10 ou 12 ans. Là, donc, il faut avoir une certaine maturité pour écouter ça. Ils ont été déboutés. Et souvent, les adeptes de musique heavy metal, death metal, et en particulier les adeptes de Slayer, vont prétendre que tout ça est un peu ridicule, que la musique n'incite pas au crime. Mais ils ont tort. Parce que tu as un autre cas, là. Oui, parce que dans ce cas-là, en particulier dans le cas de Slayer, les parents ont été déboutés. Mais quelques années après, des études ont été faites en sociologie qui montrent bien, non pas que la musique heavy metal entraîne un crime, mais des chansons, le lyrique, les paroles des chansons. Le message. Si les paroles sont agressives, les paroles incitent à la violence, à force d'écouter ce genre de musique, et là, on a des études sociologiques qui montrent ça, qu'effectivement, ça peut influencer les comportements. Le heavy metal et le rap aussi, parce qu'il y a un rap extrêmement effectivement. violent Donc, aussi. à partir du moment, c'est ce que disait d'ailleurs l'étude, c'est pas tant la musique que le discours. Et si le message, effectivement, il est violent, ça peut entraîner des comportements violents. Justement, il y a un autre cas où le heavy metal est le centre de l'affaire là, que tu racontes. Et c'est curieux quand même, non? Oui. L'autre histoire où la musique a joué un rôle important, mais elle est très importante également sur les ramifications sociales. On se retrouve en Allemagne. On a un couple qui, eux, ce sont les Ruda. Hein, ils viennent juste de se marier. Ce sont des gens qui appartiennent à la mode gothique. Hein, donc, on s'habille de noir, il y a beaucoup de piercing, beaucoup de tatouages là-dedans. Et ces jeunes-là sont des adeptes de musique heavy metal. Et ils vont arriver à la conclusion, ils sont persuadés qu'ils sont également des vampires. Et ils espèrent éventuellement passer dans l'au-delà. Et pour ce faire, ils doivent commettre un crime et un crime de vampire. Donc, ils choisissent une cible, ils l'invitent à la maison. Encore là, on a un crime qui est tout à fait sordide. On utilise des hachettes, on utilise des marteaux. Donc, on assassine cette victime et une fois qu'elle est morte, on va lui trancher la gorge et les adeptes, les Ruda, Daniel Ruda et Manuela Ruda, vont boire son sang dans une espèce de rituel vampirique. Ils seront arrêtés et éventuellement amenés en procès. Et bien sûr, on va parler de cette musique heavy metal qui a joué un rôle important dans la commission du crime. Là où il y a une différence entre les États-Unis et l'Europe, c'est qu'aux États-Unis, en Europe, à partir des années 70, début des années 80, la musique heavy metal flirtait ouvertement avec les groupements néo-nazis et l'extrême droite. Et aujourd'hui, beaucoup de ces gens qui font partie du groupement gothique, et en particulier en Allemagne, qui s'adonnent à cette culture du vampire et autres, ce sont des groupes qui également flirtent avec l'extrême droite, notamment des groupes de néo-nazis suprématistes blancs. Et c'est un peu ce qu'on va retrouver dans le procès. Quand il y a ce procès des Ruda, évidemment, ça fait la une des manchettes à travers le monde. Un crime de vampire de ce type-là, tout à fait sordide et monstrueux. Et les Ruda jouent bien. Lorsqu'ils arrivent au tribunal, j'ai eu accès aux images d'archives. Au moment où ils se présentent au tribunal, ils sont conscients qu'ils ont les caméras du monde entier tournées vers eux. Et là, Daniel Ruda fait des signes un peu indécents à la presse, aux caméras. Et il joue. On a l'impression, j'imagine que les spectateurs ce soir qui nous écoutent se rappellent peut-être ces fameuses images de Charles Manson dans les années 60 qui regardait des regards fous vers la caméra. Daniel Ruda reprend exactement ce rôle-là. Il jette des regards à la caméra. Il
ils jouent. C'est leur dernier acte, mais ils jouent bien et ils alimentent la presse avec ça. N'empêche que tu dis que ce soit le heavy metal, que ce soit le rap ou n'importe quel type de musique, c'est le message qui peut inciter des gens à péter un fusible, disons. Quand même, tu viens de soulever Charles Manson. C'était le 50e anniversaire. Cette année, on en a parlé d'abondance. Et lui, il s'est inspiré de l'œuvre des Beatles. On ne peut pas dire que les Beatles étaient très violents. C'est même assez de bonne humeur. Alors, si tu es crackpot, tu peux interpréter à peu près n'importe quoi. Dans le cas de Charles Manson, il faut quand même se dire que ce que tu évoques, c'est le scénario du Helter Skelter. C'est le scénario proposé par le procureur de l'époque, Vincent Bugliosi, qui disait Manson a commis ses crimes parce qu'il voulait déclencher une guerre raciale. Il s'inspirait de la musique des Beatles. Helter Skelter, c'est le titre d'une chanson sur The White sur l'album blanc des Beatles. Et il faut dire quand même qu'ils avaient écrit Helter Skelter avec le sang des victimes. Donc, quand même, ce scénario que propose Vincent Bugliosi, s'il est vrai, parce qu'il est très contesté, mais si c'est la raison pour laquelle Manson a commis ses crimes à l'été de 1969, là, on est ici dans un scénario tout à fait occulte. Manson reprend les paroles des Beatles. Il voit dans les Beatles les 4 archanges de l'Apocalypse. Il croit qu'ils s'adressent à lui. Quand on tourne, par exemple, l'album blanc à l'envers, on est sur des vinyles, il faut se rappeler, on est dans les années 60. Si on tourne l'album blanc à l'envers, au début de la pièce Revolution 9, on entend une voix. Beaucoup de gens disent que c'est John Lennon. Mais en fait, c'est un technicien de Capitol qui parlait. Et il dit « Number 9, number 9, number 9 ». C'était le numéro de la prise. Donc, on a introduit ça sur l'album. Quand on tourne l'album à l'envers, le vinyle, bien sûr, comme on le faisait souvent quand on était gamin, avec nos doigts, le number 9 devient « Turn me on, dead man », « Excite-moi, homme mort ». Donc, Manson écoutait ça et pour lui, ça l'alimentait selon le scénario de Vincent Bugliosi. Et en écoutant ça, il était persuadé qu'il y avait toutes sortes de messages cachés un peu partout et il espérait que les Noirs se soulèvent, assassine les Blancs, mais Manson était raciste. Il se disait, un coup que les Noirs auront assassiné les Blancs, ils auront besoin d'un Blanc pour se gouverner parce qu'ils ne peuvent pas s'auto-gouverner. Et ce Blanc-là, ça sera moi, je deviendrai le maître du monde. Donc, c'est le scénario proposé par Vincent Bugliosi. Et encore une fois, je le dis bien, Denis, il est très contesté, ce scénario. Certains disent non, les crimes de Manson ont été commis pour essayer de disculper l'un des leurs, un certain Bobby Beausoleil, qui avait été arrêté dans une autre histoire de crime. Puis on s'est dit, si on fait des crimes semblables, on va disculper notre collègue. Mais quoi qu'il en soit, la motivation de Manson n'a pas joué sur sa condamnation. La motivation c'est pas là-dessus qu'on se base pour dire que la personne est coupable ou non. Mais dans le cas de Manson, si le scénario proposé par Vincent Bugliosi est le bon, c'est vrai que Charles Manson devient le crime occulte le plus mystérieux du 20e siècle et celui dont on a le plus parlé aussi, bien sûr. Oui, c'est vraiment... Mais il y a un cas là-dedans que j'ai trouvé spectaculaire, parce qu'ils sont tous spectaculaires et les gens se font défaire en morceaux, mais c'est ce qui est intéressant, c'est que tu nous fais comprendre que leur folie, tu la décortiques. Mais il y en a un qui tue les gens, mais pas avant de les avoir fait adhérer au satanisme. Alors, ils disent, je vais te tuer, mais je t'envoie en enfer, dans le fond, parce que tu vas prier Satan. C'est ça, exact. C'est un peu pété solide. Mais tous ces crimes-là, tu vois, je présente 13 histoires de crimes. Parmi les crimes, là-dedans, c'est assez amusant, je vais te raconter une petite anecdote au moment du montage du livre. Le premier chapitre devait être les tueurs de Chicago, les éventreurs de Chicago. C'est le crime qui m'a le plus troublé. Effectivement, on se retrouve avec un groupe de gens assez semblable à Manson. Hein? Ils sont réunis autour d'un individu qui s'appelle Robin Getch, qui réussit à les contrôler et à leur faire commettre des crimes qui sont sordides. Le livre devait commencer avec ce chapitre-là. Et quand je l'ai proposé à l'éditeur a dit « on va le déplacer dans le livre pour être certain que le lecteur sera bien préparé avant d'arriver à ça. Ouais. » Et dans ce crime-là, évidemment, il y a des mutilations. On prend des organes humains, on les utilise dans des rituels sataniques. Et ces gens-là, on a 4 individus qui se promènent dans une camionnette dans le Chicago des années 80, enlèvent des femmes. Et là, c'est un peu ce qui avait un peu estomaqué les policiers, parce que généralement, les tueurs en série agissent dans un même créneau. Ils enlèvent généralement le même genre de victime, la même couleur de cheveux, la même race. Dans ce cas-là, toutes les femmes de Chicago pouvaient devenir une proie des éventreurs de Chicago. Ils chassaient
tous azimuts. Et ce qu'il voulait, c'est des organes génitaux en particulier pour pouvoir faire des sacrifices humains, des sacrifices pour le diable. Écoute, c'est vraiment... le diable il existe encore dans la Dans tête l'esprit de ces gens-là, c'est bien certain, du monde. absolument. Là. Et ça s'appelle tueur de l'occulte. Ça nous permet de comprendre la folie par l'autre bord, parce que quand ça arrive, ce genre d'affaires-là, ben, tu fais venir des spécialistes, ils ne veulent pas trop parler. Bon, j'ai pas eu assez d'informations. Toi, tu as pris le temps parce que tu as Oui. lu, tu as épluché les archives, tu as enquêté sur chacun des cas. Oui, puis je voulais pas jouer le rôle du psychologue ou du psychiatre. Je me suis adressé à ces histoires-là comme étant un journaliste pour la décrire et amener les gens à me suivre dans l'investigation et suivre également le comportement de ces tueurs-là sur le terrain. Ça se lit comme un roman. Et c'est comme s'il y avait 13 romans là-dedans. Merci beaucoup. C'est toujours Ça un me fait plaisir, plaisir. Christian. Au retour, je reçois le père du petit Ariel Kouakou. Vous savez, Ariel est disparu depuis plus d'1 an maintenant. Il est ému parce qu'il y a un artiste qui a décidé de lui dessiner une murale. Qu'est-ce qui arrive avec l'enquête? On va parler de tout ça dans 3 minutes après la pause.